Avant de commencer, j'aimerais vous poser une question. Et si une grande partie de votre vie sociale se jouait avant même que vous ayez prononcé votre premier mot? Avant que quelqu'un découvre votre intelligence, votre travail, vos valeurs, votre personnalité, il vous voit déjà, votre façon de vous habiller, et à partir de ces quelques secondes, son cerveau commence à construire une histoire sur vous, une histoire qui peut influencer la confiance qu'il vous accorde, la manière dont il vous écoute, les opportunités qu'il vous donne, et parfois même, la manière dont vous allez finir par vous comporter vous-même. Mais cette vidéo va beaucoup plus loin que le simple conseil. Habillez-vous bien. Nous allons découvrir pourquoi notre cerveau forme des premières impressions en une fraction de seconde. Pourquoi l'attractivité peut produire un effet de halo. Comment les vêtements peuvent influencer notre comportement. Pourquoi un uniforme peut créer de l'autorité. Comment une réputation peut devenir une prophétie autoréalisatrice. Pourquoi les dirigeants, les entrepreneurs et les grandes figures historiques ont toujours accordé autant d'importance aux symboles. Nous verrons comment Louis XIV a transformé le pouvoir en spectacle, comment Napoléon a construit une véritable image impériale et comment Steve Jobs a fait de sa simplicité vestimentaire une signature immédiatement reconnaissable. Nous découvrirons également ce que l'économie nous apprend sur le statut, la consommation ostentatoire et les objets qui servent moins à montrer ce qu'ils font qu'à montrer qui les possède. Mais surtout, nous allons explorer le côté beaucoup plus sombre de l'apparence. Pourquoi pouvons-nous attribuer de l'intelligence à quelqu'un simplement parce qu'il semble compétent? Pourquoi pouvons-nous faire davantage confiance à une personne qui possède les bons codes sociaux? Pourquoi une réputation peut-elle parfois survivre à la réalité? Et comment des histoires comme celle d'Elizabeth Holmes ou de Bernard Madoff montrent-elles que l'image peut devenir suffisamment puissante pour masquer la réalité pendant des années? Mais nous irons encore plus loin. Parce que cette vidéo ne cherche pas simplement à vous apprendre comment paraître puissant. Elle cherche à vous apprendre quelque chose de beaucoup plus précieux. Comment comprendre le pouvoir de la perception sans devenir prisonnier du regard des autres. Vous allez apprendre à distinguer l'apparence de la réalité, le statut de la compétence, la réputation de la vérité et l'influence de la manipulation. Vous comprendrez également comment construire une image cohérente avec qui vous êtes réellement, au lieu de passer votre vie à jouer un personnage. Car il existe une différence fondamentale entre construire son image et vivre pour son image. La première peut être une stratégie. La seconde peut devenir une prison. Et lorsque vous aurez terminé cette vidéo, j'aimerais que vous ne regardiez plus jamais une personne exactement de la même manière. Lorsque vous verrez un costume impeccable, un homme extrêmement sûr de lui, une femme particulièrement élégante, un dirigeant entouré de symboles, une personne célèbre, ou simplement quelqu'un qui semble avoir énormément de succès. Posez-vous cette question. Qu'est-ce que je vois réellement et qu'est-ce que mon cerveau est en train d'inventer? Parce que l'apparence n'est pas nécessairement la vérité, mais dans le monde humain, elle participe à la construction de la réalité. Et comprendre cette mécanique, c'est comprendre une partie essentielle du pouvoir. Alors, si vous êtes prêt, installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et surtout, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin, nous reviendrons à une question qui pourrait bien changer votre manière de vous présenter au monde. Si les autres ne peuvent jamais voir directement qui vous êtes, quelle histoire leur donnez-vous à lire? Et avant de commencer, si vous aimez ce genre de contenu qui mélange philosophie, psychologie, économie, histoire et stratégie, pensez à vous abonner à la chaîne, à laisser un j'aime si la vidéo vous apporte quelque chose, et surtout à partager votre réflexion dans les commentaires. Dites-moi, selon vous, qu'est-ce qui donne le plus de pouvoir à une personne? Ce qu'elle est réellement, ou ce que les autres pensent qu'elle est? Maintenant, entrons dans les coulisses du pouvoir. Imagine que tu entres dans un ascenseur. Une personne est déjà là, tu ne lui as jamais parlé. Tu ne connais ni son métier, ni son histoire, ni son caractère. Pourtant, en quelques secondes, ton cerveau commence déjà à construire une impression. Elle semble sympathique, ou froide, intelligente, ou peu sûre d'elle, sérieuse, ou étrange. Tu n'as presque aucune information. Et pourtant,
Ton cerveau déteste le vide. Lorsqu'il ne possède pas suffisamment de données, il complète les morceaux manquants. C'est l'un des grands secrets de l'apparence. Nous ne voyons pas seulement ce qui est devant nous. Nous interprétons. Le dixième de seconde qui peut tout changer. En 2006, les psychologues Janine Willis et Alexander Todorov ont publié une étude devenue classique sur les premières impressions. Les participants devaient regarder des photographies de visage. Certaines images n'étaient présentées que pendant 100 millisecondes. Un dixième de seconde. À peine le temps de cligner des yeux. Pourtant, les participants formaient déjà des impressions concernant notamment la compétence, la confiance ou l'attractivité des personnes représentées. Lorsque les chercheurs augmentaient le temps d'observation, les jugements devenaient généralement plus précis ou plus élaborés. Mais quelque chose était déjà là. Une première impression, une hypothèse, une histoire. Et cette histoire pouvait ensuite influencer la manière dont nous interprétons tout ce qui vient après. C'est essentiel, parce qu'une première impression n'a pas besoin d'être parfaitement vraie pour avoir des conséquences. Elle doit simplement être suffisamment convaincante pour orienter notre comportement. Le cerveau préfère parfois une mauvaise réponse à aucune réponse. Imagine que tu rencontres quelqu'un pour la première fois. Il parle très peu. Tu ne sais pas s'il est timide, fatigué, arrogant, malade ou simplement préoccupé. Mais ton cerveau doit quand même interpréter son comportement. Alors il choisit une explication. Peut-être, il est arrogant. À partir de là, chaque comportement futur risque d'être interprété à travers cette première hypothèse. S'il ne te salue pas demain, je le savais, il me méprise. S'il répond brièvement, encore une fois, il est froid. Mais supposons que tu aies commencé avec une autre impression. Il est réservé. Le même comportement peut alors être interprété différemment. Il est simplement discret. Les faits n'ont pas changé. L'interprétation, oui, l'effet de halo. C'est ici qu'intervient un phénomène psychologique particulièrement puissant, l'effet de halo. Lorsqu'une personne nous impressionne positivement sur une dimension, nous avons tendance à lui attribuer d'autres qualités positives. Une personne élégante peut sembler plus compétente. Une personne souriante peut sembler plus sympathique. Une personne qui parle avec assurance peut sembler plus intelligente. Et le phénomène fonctionne également dans l'autre sens. Une caractéristique négative peut contaminer notre perception globale. C'est comme si notre cerveau utilisait une information visible pour remplir toutes les cases invisibles. Une étude classique publiée en 1972 par Karen Dion, Ellen Berscheid et Helen Walster a précisément étudié ce phénomène. Les participants voyaient des photographies de personnes différentes et devaient leur attribuer diverses caractéristiques. Les personnes jugées physiquement attractives étaient davantage associées à des qualités positives. Compétences, sociabilité, réussite, bon caractère. Le phénomène fut résumé par une formule devenue célèbre. What is beautiful is good. Ce qui est beau serait perçu comme bon. Attention toutefois, l'étude ne démontrait évidemment pas que les personnes attirantes étaient réellement meilleures. Elle démontrait quelque chose de beaucoup plus intéressant. Notre perception peut leur attribuer des qualités qu'elles ne possèdent pas nécessairement. Et c'est là que l'apparence devient une forme de pouvoir. Le pouvoir commence avant la parole. Imagine maintenant un entretien d'embauche. 2 candidats possèdent exactement les mêmes compétences. Le premier arrive en retard. Son téléphone à la main. Il s'assoit sans saluer correctement. Il parle rapidement. Ses vêtements sont négligés. Le second arrive quelques minutes en avance. Il est soigné. Il regarde le recruteur. Il écoute avant de répondre. Sa voix est calme. Il ne possède peut-être aucune compétence supplémentaire, mais il communique quelque chose, la maîtrise. Et cette impression peut modifier la manière dont ses paroles sont reçues. Une phrase banale peut sembler intelligente lorsqu'elle est prononcée avec assurance. Une excellente idée peut sembler moins convaincante lorsqu'elle est présentée avec hésitation. Cela ne signifie pas que la forme vaut plus que le fond. Cela signifie que le fond a besoin d'une forme pour être perçu. Le cas fascinant des médecins.
Imagine deux médecins. Les deux possèdent exactement la même formation, les mêmes connaissances, la même expérience. Mais l'un semble extrêmement sûr de lui. Il parle clairement, il se tient droit, il explique calmement. L'autre semble constamment hésiter. Le patient ne dispose pas des connaissances nécessaires pour vérifier immédiatement leurs compétences. Alors il utilise les indices disponibles, la posture, le ton, le regard, les vêtements, la manière de parler. Et ces indices influencent la confiance. Cela peut même avoir des conséquences concrètes sur la relation thérapeutique. Le patient qui fait davantage confiance à son médecin peut être plus disposé à écouter ses recommandations, à poser des questions et à suivre un traitement. Ainsi, une impression psychologique peut produire des conséquences réelles. C'est le début d'une boucle. Quand l'apparence devient une prophétie, supposons maintenant que les autres te considèrent compétent. Ils te donnent davantage de responsabilités. Ils écoutent davantage tes opinions. Ils te confient des projets importants. Tu disposes alors de davantage d'occasions de réussir. Et tu réussis. Tes résultats viennent confirmer leur première impression. Tu étais perçu comme compétent, et tu deviens effectivement plus performant dans cet environnement. Voilà ce qui rend l'apparence si fascinante. Elle ne se contente pas de décrire la réalité. Elle peut parfois participer à sa création. C'est ce que les psychologues appellent parfois les prophéties autoréalisatrices. Une croyance initiale modifie le comportement des personnes, et ce comportement contribue ensuite à produire le résultat attendu. Mais attention au piège. Il serait facile de tirer une conclusion dangereuse. Donc il suffit d'être beau, bien habillé et sûr de soi pour réussir. Non, ce serait une caricature. L'apparence peut influencer les premières impressions. Elle ne remplace ni le talent, ni l'intelligence, ni le travail, ni le caractère. Et surtout, une première impression peut être corrigée. Le cerveau possède également une formidable capacité à réviser ses jugements lorsqu'il reçoit de nouvelles informations. Le véritable pouvoir consiste donc moins à tromper qu'à communiquer clairement ce que l'on veut réellement transmettre. L'apparence comme langage. Pense à ton apparence comme à un langage silencieux. Avant de parler, tu communiques déjà. Ta posture dit quelque chose. Tes vêtements disent quelque chose. Ta manière d'entrer dans une pièce dit quelque chose. Ton regard dit quelque chose. Même ton silence peut dire quelque chose. Et comme tout langage, il peut être maîtrisé ou totalement inconscient. Le problème est que beaucoup de personnes passent leur vie à envoyer un message, sans jamais avoir choisi ce message. Elles veulent être prises au sérieux, mais leur comportement communique de l'insécurité. Elles veulent inspirer confiance, mais évitent constamment le regard. Elles veulent être respectées, mais s'excusent pour chaque phrase qu'elles prononcent. L'écart entre ce que nous voulons transmettre et ce que les autres perçoivent peut devenir immense. Et c'est précisément cet écart que Robert Greene exploite dans sa réflexion sur le pouvoir. Car celui qui comprend les codes de l'apparence comprend quelque chose de fondamental. Le pouvoir ne consiste pas seulement à posséder une qualité. Il consiste aussi à rendre cette qualité visible. Et cela nous conduit à une découverte encore plus surprenante. Ton apparence ne change pas seulement la manière dont les autres te voient. Elle peut également changer la manière dont toi-même tu te comportes. Et c'est ce que nous allons découvrir dans le prochain chapitre. Le vêtement ne montre pas seulement qui tu es, il peut aussi changer qui tu deviens. Nous venons de voir quelque chose d'essentiel. Les autres nous regardent. Et à partir de quelques indices, ils construisent une histoire sur nous. Mais voici la question suivante. Et si cette histoire ne changeait pas seulement le regard des autres? Et si elle changeait aussi notre propre comportement? C'est ici que l'apparence devient beaucoup plus intéressante, parce que nous avons tendance à imaginer les vêtements comme quelque chose d'extérieur. Une chemise, une veste, une montre, des chaussures, un uniforme, des accessoires. Nous pensons, ce sont simplement des objets que je porte. Mais notre cerveau ne les traite pas toujours comme de simples objets. Ils peuvent devenir des symboles. Et ces symboles peuvent influencer notre manière de penser et d'agir. La blouse blanche. En 2012, les chercheurs Hajo Adam et Adam Galinsky ont publié une étude devenue célèbre sous le nom d'Unclothed Cognition. Leur question était simple.
Est-ce que porter certains vêtements peut modifier notre comportement? Pour le tester, ils ont utilisé une blouse blanche. Mais quelque chose était particulièrement intelligent dans leur expérience. Les participants ne recevaient pas seulement une blouse, on leur donnait également une interprétation de cette blouse. Pour certains, elle était présentée comme une blouse de médecin, pour d'autres, comme une blouse de peintre. Physiquement, la blouse était la même, mais le symbole associé n'était pas le même. Les participants portant la blouse présentée comme celle d'un médecin obtenaient de meilleurs résultats à certaines tâches d'attention. La conclusion des chercheurs était fascinante. Ce n'était pas seulement le vêtement qui comptait, c'était aussi la signification que la personne lui attribuait. La blouse médecin évoquait la précision, l'attention, la rigueur, le professionnalisme, et ces associations pouvaient influencer temporairement le comportement. Un vêtement peut devenir une identité. Imagine un soldat. Avant même d'entrer sur un champ de bataille, il met son uniforme, il porte ses insignes, ses décorations, son équipement. Pourquoi? Évidemment, une partie de tout cela est pratique, mais une autre partie est symbolique. L'uniforme lui rappelle « Je ne suis plus simplement un individu, j'appartiens à quelque chose, j'ai une fonction, une responsabilité, une mission. » Même phénomène chez les policiers, les magistrats, les chirurgiens, les pilotes, les pompiers, les religieux, les sportifs. Le vêtement devient alors une sorte de raccourci identitaire. Il indique « Voici le rôle que j'occupe ». Et lorsque tu portes ce rôle, tu peux commencer à te comporter conformément à lui. L'expérience de Stanford. Mais il existe une anecdote historique encore plus célèbre. En 1971, le psychologue Philippe Zimbardo mena l'expérience de la prison de Stanford. Des étudiants furent répartis aléatoirement entre rôles de gardiens et de prisonniers. L'expérience devait initialement durer 2 semaines. Elle fut interrompue après seulement quelques jours en raison du comportement devenu préoccupant de certains participants. L'étude est aujourd'hui extrêmement controversée. Sa méthodologie a été fortement critiquée. Des recherches et analyses ultérieures ont notamment remis en cause l'idée selon laquelle les participants auraient simplement, naturellement, adopté leur rôle. Il serait donc incorrect d'utiliser cette expérience comme une preuve définitive. Mais l'histoire reste intéressante pour une autre raison. Elle pose une question. À quel point un rôle social peut-il influencer notre comportement? Lorsqu'un individu reçoit un uniforme, une fonction, une autorité, un langage, des règles, il ne se voit plus exactement comme avant. Le costume ne fait pas tout, mais le contexte peut transformer profondément la manière dont une personne se perçoit et agit. Le pouvoir des uniformes. Regarde maintenant une expérience beaucoup plus ordinaire. Entre dans un hôtel. Tu vois quelqu'un portant un uniforme impeccable. Badge, veste, posture droite, sourire professionnel. Ton cerveau comprend immédiatement quelque chose. Cette personne travaille ici. Tu lui demandes naturellement de l'aide. Pourquoi? Parce que l'apparence a réduit l'incertitude. Tu n'as pas besoin de demander « Êtes-vous employé de cet hôtel ?» Le vêtement a répondu pour elle. Voilà l'une des fonctions fondamentales de l'apparence. Elle permet aux autres de savoir rapidement comment nous situer. Dans une société complexe, c'est extrêmement puissant. Le paradoxe, nous voulons être uniques, mais nous utilisons des codes. Nous aimons penser que notre style exprime notre individualité, et c'est vrai. Mais notre apparence est également remplie de codes collectifs. Un costume peut communiquer le sérieux, des vêtements de sport peuvent communiquer l'activité physique, une blouse peut communiquer l'expertise, un uniforme peut communiquer l'autorité, une tenue luxueuse peut communiquer le statut, une apparence très décontractée peut communiquer la créativité ou le manque de sérieux, selon le contexte. Le vêtement n'a donc jamais une signification absolue. Il dépend du milieu, de l'époque, de la culture, de la personne qui regarde. C'est pourquoi le véritable pouvoir ne consiste pas simplement à porter des vêtements coûteux. Il consiste à comprendre ce qu'ils signifient dans le contexte où tu te trouves. Steve Jobs et le pouvoir de la répétition. Regarde un personnage comme Steve Jobs. Son célèbre col roulé noir est devenu une partie de son identité publique. Ce n'était pas simplement un vêtement, c'était une signature. À force de répétition,
Le vêtement est devenu associé à une série de concepts: innovation, simplicité, technologie, minimalisme, Apple. Jobs n'avait plus besoin de réinventer son apparence à chaque apparition. Il avait construit un symbole. Et ce symbole contribuait à renforcer son image. C'est une idée essentielle dans la construction du pouvoir. La répétition transforme un détail en identité. Une couleur, une silhouette, une manière de parler, une posture, un geste. Lorsqu'ils sont répétés suffisamment longtemps, ils deviennent reconnaissables. Et ce qui est reconnaissable devient mémorable. Le vêtement peut aussi créer une distance, mais il existe une autre fonction de l'apparence. Elle peut créer de la rareté. Imagine une personne qui porte toujours des vêtements extrêmement ordinaires. Elle ressemble à tout le monde. Puis imagine une autre personne dont la silhouette est immédiatement reconnaissable. Avant même de voir son visage, tu sais qui elle est. La différence est énorme. La première se fond dans l'environnement. La seconde possède une signature. Robert Greene insiste beaucoup sur cette idée. Le pouvoir est souvent lié à la capacité à contrôler la perception. Pas nécessairement à attirer l'attention en permanence, mais à devenir difficile à confondre. Mais voici le danger. Il serait facile de transformer cette idée en recette superficielle. Habille-toi comme une personne puissante et tu deviendras puissant. La réalité est plus complexe. Un costume ne crée pas une compétence. Une montre ne crée pas une intelligence. Une posture ne crée pas un caractère. Une blouse ne transforme pas magiquement quelqu'un en médecin. Et une apparence parfaite peut même devenir contre-productive si elle ne correspond jamais au comportement réel. Car il existe une limite que nous ne pouvons pas tromper éternellement, le temps. Une première impression peut être manipulée. Une réputation peut être construite. Une apparence peut attirer. Mais à mesure que les interactions se multiplient, le comportement réel finit par apparaître. C'est pourquoi l'apparence la plus puissante n'est pas forcément celle qui impressionne le plus. C'est celle qui crée une cohérence entre ce que tu montres, ce que tu dis et ce que tu fais. Le vêtement comme miroir. Voilà peut-être la leçon la plus profonde de ce chapitre. Ton apparence agit dans deux directions. Elle parle aux autres, mais elle te parle aussi à toi-même. Lorsque tu changes ta tenue, tu peux parfois changer ton état d'esprit. Lorsque tu entres dans un espace professionnel, tu adoptes une certaine posture. Lorsque tu mets une tenue de sport, tu peux entrer plus facilement dans un état mental orienté vers l'action. Lorsque tu enfiles un uniforme, tu entres symboliquement dans un rôle. L'apparence devient alors une interface entre l'identité que tu as et l'identité que tu veux incarner. Et c'est précisément là que la pensée de Robert Greene devient beaucoup plus subtile. Le pouvoir n'est pas seulement de convaincre les autres que tu es quelqu'un. Le véritable pouvoir consiste à construire une image suffisamment cohérente pour que les autres commencent à te traiter selon cette image, et que cette manière d'être traité finisse parfois par renforcer ton propre comportement. Mais pour comprendre comment une image peut devenir une véritable source de pouvoir, il faut maintenant quitter les vêtements et regarder quelque chose d'encore plus puissant, la réputation. Quand l'image finit par créer la réalité, il existe quelque chose de plus puissant qu'une bonne apparence, une bonne réputation, parce qu'une apparence doit être vue. Une réputation peut agir même lorsque tu n'es pas présent. Imagine que deux entrepreneurs cherchent un investisseur. Le premier arrive avec une excellente présentation, costume impeccable, discours brillant, confiance absolue. Le second est beaucoup moins spectaculaire. Mais lorsque son nom est prononcé, l'investisseur répond « J'ai déjà entendu parler de lui, il tient ses promesses ». À cet instant, le deuxième homme possède quelque chose que le premier n'a pas, une réputation. Et la réputation est une forme d'apparence particulière. Elle est invisible, mais elle précède la personne. Avant de te rencontrer, les autres ont parfois déjà rencontré ton image. Dans la vie sociale, nous ne partons presque jamais de zéro. Avant un entretien d'embauche, on regarde ton parcours.
Avant une rencontre professionnelle, on cherche ton nom. Avant d'acheter un produit, on consulte les avis. Avant de faire confiance à quelqu'un, on demande parfois « Tu le connais? Il est comment ?» Cette question paraît banale, mais elle révèle quelque chose de fondamental. Nous utilisons constamment la réputation des autres comme une économie de confiance. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas vérifier personnellement tout. Nous ne pouvons pas tester chaque médecin, chaque avocat, chaque restaurant, chaque entrepreneur, chaque professeur, chaque partenaire commercial. Nous avons besoin de raccourcis, et la réputation en est un. Robert Greene l'avait parfaitement compris. Dans les 48 lois du pouvoir, Greene accorde une place centrale à la réputation. L'idée est simple. Une fois que les autres ont décidé qui tu es, ils interprètent souvent tes actions à travers cette image. Supposons que tu sois réputé brillant. Tu proposes une idée moyenne. On dira « Il a probablement réfléchi à quelque chose que nous n'avons pas compris. » Maintenant, supposons que tu sois réputé incompétent. Tu proposes exactement la même idée. On dira « Encore une mauvaise idée. » Les paroles sont identiques, mais leur réception est différente. Pourquoi? Parce que nous n'écoutons jamais uniquement les mots. Nous écoutons aussi la réputation de celui qui les prononce. L'expérience de Solomon Asch. La psychologie sociale possède une démonstration classique de ce phénomène. Dans les années 1940, Solomon Asch étudia la manière dont un simple mot pouvait modifier notre perception d'une personne. Il présentait aux participants une liste de traits décrivant un individu. Dans une version, la personne était décrite comme intelligente, habile, travailleuse, chaleureuse, déterminée, pratique, prudente. Dans une autre version, un seul mot changeait. Au lieu de chaleureuse, on utilisait froide. Un seul élément. Pourtant, cette modification pouvait influencer la manière dont les participants interprétaient les autres caractéristiques. C'est ce que l'on appelle aujourd'hui l'effet de primauté. Une information reçue tôt peut colorer les informations qui viennent ensuite. Et cela nous ramène directement au pouvoir de l'image. Une fois qu'une impression est installée, elle devient une sorte de filtre. L'image devient une paire de lunettes. Imagine que quelqu'un te dise « Fais attention, cette personne est arrogante ». Tu la rencontres, elle parle peu, tu penses « Elle est arrogante, elle parle beaucoup, elle veut dominer la conversation, elle plaisante, elle se croit supérieure, elle reste silencieuse, elle nous méprise ». Le même comportement pourrait être interprété autrement si tu avais reçu une information différente. Cette personne est très timide. Elle parle peu, elle est réservée. Elle parle beaucoup, elle essaie probablement de sortir de sa timidité. Elle plaisante, elle essaie de se détendre. Elle reste silencieuse, elle ne sait peut-être pas quoi dire. Ce ne sont pas les faits qui ont changé, c'est le cadre d'interprétation. Et c'est là que le pouvoir devient circulaire. Voici le mécanisme. Étape 1. Une image est créée. Étape 2. Les autres commencent à agir en fonction de cette image. Étape 3. Leur comportement influence notre propre comportement. Étape 4. Les résultats obtenus semblent confirmer l'image initiale. Étape 5. La réputation devient encore plus forte. C'est une boucle, et certaines réputations deviennent extraordinairement difficiles à casser. L'effet Pygmalion. Dans une expérience célèbre menée dans les années 1960, Robert Rosenthal et Lenore Jacobson ont étudié ce phénomène dans le contexte scolaire. Des enseignants reçurent l'information que certains élèves avaient été identifiés comme susceptibles de connaître une progression intellectuelle importante. En réalité, la sélection avait été faite de manière aléatoire. Pourtant, les chercheurs observèrent que certains de ces élèves progressèrent davantage par la suite. L'interprétation proposée était fascinante. Les attentes des enseignants pouvaient modifier leur comportement envers les élèves. Davantage d'attention, davantage d'encouragement, des interactions différentes. Et ces différences pouvaient contribuer aux performances des élèves. Le phénomène fut ensuite connu sous le nom d'effet Pygmalion. Il faut cependant rester prudent. Les résultats originaux ont suscité de nombreux débats et les effets observés dans les recherches ultérieures sont plus nuancés. Mais l'idée générale demeure extrêmement importante.
Nos attentes peuvent modifier notre comportement envers quelqu'un, et notre comportement peut ensuite modifier cette personne. Le pouvoir n'est donc pas seulement dans ta tête. Supposons qu'une équipe pense que son nouveau directeur est exceptionnel. Elle lui fait davantage confiance. Elle suit plus rapidement ses décisions. Elle lui donne davantage d'informations. Elle ose moins le contredire. Il dispose alors de davantage de pouvoir réel. Pas nécessairement parce qu'il est objectivement plus intelligent, mais parce que la croyance des autres a créé un environnement dans lequel il possède davantage de capacités d'action. Voilà le paradoxe. Une croyance peut devenir une réalité sociale, pas parce qu'elle était vraie au départ, mais parce que les comportements qu'elle provoque finissent parfois par la rendre partiellement vraie. Napoléon. Fabriquer une légende. L'histoire offre des exemples spectaculaires de construction d'images. Napoléon Bonaparte ne fut pas seulement un chef militaire, il fut aussi un maître de la représentation. Ses portraits officiels le montrent dans des postures soigneusement choisies. Calme, maîtrisé, héroïque, puissant. La propagande napoléonienne transforma certaines victoires en récits glorieux. Les symboles impériaux furent omniprésents. Aigle, couronne, uniforme, cérémonie, médaille, architecture. Tout contribuait à créer une représentation cohérente du pouvoir. Et cette représentation avait une fonction politique. Elle disait au public « Voici l'homme qui domine les événements ». La réalité militaire était complexe. Les campagnes pouvaient être désastreuses, les pertes immenses, mais l'image de Napoléon comme génie militaire pouvait survivre aux événements eux-mêmes. C'est cela, le pouvoir d'une légende. Louis XIV, le pouvoir comme spectacle. Louis XIV avait compris quelque chose de similaire. À Versailles, le pouvoir était constamment mis en scène. La distance physique entre le roi et les autres, les vêtements, les cérémonies, l'étiquette, l'architecture, les œuvres d'art, les courtisans, tout créait une hiérarchie visible. Le roi n'avait pas besoin de répéter « Je suis le centre du système ». L'environnement le disait à sa place. C'est une leçon fondamentale de psychologie sociale. Le statut est aussi communiqué par des signaux, et plus ces signaux sont cohérents, plus ils deviennent crédibles. Mais attention, une réputation peut devenir une prison. Voilà le côté sombre de cette mécanique. Si tu construis une image, tu dois ensuite vivre avec elle. Un homme réputé courageux peut devenir incapable d'admettre sa peur. Une femme réputée parfaite peut avoir peur de montrer ses faiblesses. Un dirigeant réputé infaillible peut refuser de reconnaître une erreur. Un expert réputé brillant peut avoir peur de dire « je ne sais pas ». La réputation qui devait servir l'individu commence alors à le contrôler. Il ne se demande plus « qu'est-ce qui est vrai ?» Il se demande « qu'est-ce qu'une personne comme moi est censée faire ?» Et il devient prisonnier de son personnage. Le véritable pouvoir, être cohérent. C'est ici que nous devons dépasser Robert Greene. Oui, l'apparence compte. Oui, la réputation compte. Oui, les symboles influencent les perceptions. Mais une image qui n'est soutenue par aucune réalité finit généralement par se fissurer. Tu peux impressionner quelqu'un pendant 5 minutes. Tu peux peut-être tromper quelqu'un pendant quelques semaines. Mais sur plusieurs années, le comportement répété finit par parler. La vraie puissance ne consiste donc pas à fabriquer une fausse identité. Elle consiste à créer une image qui condense réellement tes qualités. Si tu es compétent, apprends à le communiquer. Si tu es fiable, construis une réputation de fiabilité. Si tu es créatif, laisse ton environnement exprimer cette créativité. Si tu es discipliné, fais en sorte que ton comportement confirme ton apparence. Alors, l'apparence ne devient plus un mensonge. Elle devient le langage visible de ce qui existe déjà à l'intérieur. Et c'est précisément à ce moment que nous découvrons une dimension encore plus troublante du pouvoir. Car si la réputation peut modifier la manière dont les autres te traitent, que se passe-t-il lorsque toute une société commence à croire à la même image? C'est là que l'apparence cesse d'être seulement individuelle. Elle devient un système de pouvoir.